bon, bah, vous pouvez toujours utiliser support pour leur demander conseil, d'accord, ou bien moi-même, hein, vous pouvez parfaitement m'envoyer un mail et on pourra faire une réunion un peu plus poussée sur chacune des éléments que vous vouliez voir plus en concret, d'accord. Et ensuite, je voudrais également vous présenter nos nouveaux services experts qui vont vous permettre d'avancer, d'emmener vos projets à bon port avec notre équipe d'experts qui aujourd'hui ouvrent leur service. D'accord. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter les différentes actualisations, d'accord, sur Presero. Donc, les détails de la commande sur l'admin, ça vous avez dû le voir parce que lorsque vous entrez sur Presero, obligatoirement vous le voyez, d'accord, mais je vais peut-être vous expliquer un petit peu plus. Les informations et les approbations, contrôle sur le nombre de fois qu'un mot de passe peut être erroné, d'accord, ça je vais vous montrer également comment on fait, c'est pour la RGPD. L'obligation à éliminer ou pas le fichier téléchargé lorsque quelqu'un édite son panier. Je vais vous montrer, vous comprendrez plus clairement lorsque je vais vous le montrer. Ici le catalogue d'organisation, d'accord, libre de champ de profil et récupérable sur Head of Builder, ainsi que permettre que les utilisateurs puissent eux-mêmes choisir le groupe d'utilisateurs auxquels ils appartiennent. Ok. Alors, je vais venir là. Ok. Donc sur Presero, d'accord, vous voyez qu'en fait, vous avez dû le voir, puisque lorsque vous éditez une commande, vous devez voir obligatoirement, d'accord, le détail ici. D'accord, avant cet onglet n'existait pas, il n'était pas sous cette forme-là. Et ici, on va voir absolument tous les détails de la commande. D'accord, le sous-total, livraison, TVA, etc., le total. Où c'est facturé, les détails, si c'est payé ou pas, est-ce qu'il y a un numéro d'ordre ou pas, numéro de commande, la méthode de paiement qui a été utilisée, le nom du site, par qui ça a été commandé et l'email, d'accord, ainsi que les commentaires. Donc d'une manière, on a ici la livraison, les détails, etc. D'une manière rapide, on peut voir tout de suite une composition de la commande, d'accord. Bien évidemment, après, on aura accès au statut de l'étape, les fournisseurs, fichiers, tout ça vous connaissez déjà, d'accord, les rapports. Ça, c'est nouveau également, les commentaires d'approbation, c'est-à-dire que lorsqu'on crée des plans d'approbation sur un site, surtout pour les sites B2B, hein, ça n'existe pas en B2C, c'est dans le site B2B, où on va avoir la possibilité de créer donc ces plans d'approbation à différents niveaux. Par contre, il est intéressant de savoir et d'avoir une information sur ces approbations, donc savoir qui a été l'approbateur. Parce que des fois, on peut demander à ce que ce soit un groupe entier qui puisse approuver, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs pourrait approuver un certain nombre de commandes, d'accord, à d'autres utilisateurs. Par contre, on aimerait savoir qui a approuvé, d'accord. Donc ici, on a la date de la demande d'approbation, d'accord, donc de l'approbation, pardon. Le plan d'approbation qui a été utilisé, d'accord, le nom de la règle, puisque dans un même plan d'approbation, on peut avoir différentes règles, d'accord, et qui a approuvé pour chacune des règles. Donc là, j'ai qu'un seul niveau, c'est pour ça que je n'ai qu'un seul résumé. Si j'avais différents niveaux d'approbation, j'aurais tous les niveaux d'approbation ici, un en dessous de l'autre, d'accord, avec absolument tous les détails, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a apporté d'autre? Le contrôle sur le nombre de fois qu'un mot de passe peut être erroné avec la loi de la RGPD, d'accord. En fait, ça se passe ici dans les préférences, dans les paramètres généraux, et c'est ici où nous allons dire comment nous voulons actuer face à un utilisateur qui rentrerait sur un B2C ou sur un B2B, et il entrerait un mot de passe ou un user ou un mot de passe erroné. Donc là, je vais lui dire le nombre de tentatives que je veux lui laisser. C'est-à-dire, là, c'est 10 par défaut. Hein. On peut lui dire 3. Par exemple, au bout de 3 tentatives dans un espace de temps, d'accord, on appelle la fenêtre de temps, de 10 minutes par exemple, automatiquement, je bloque
son compte et pendant 10 minutes, d'accord? Son IP va être bloqué pendant 10 minutes. 10 minutes, 100 minutes, 1 heure, comme on veut, d'accord? Mais ici, je vais pouvoir déterminer comment je vais bloquer en cas de email erroné ou mot de passe erroné, d'accord? Donc ça se passe dans les préférences, paramètres généraux et ici. Je suis en train d'enregistrer là le webinaire, on vous renverra l'enregistrement après. Ensuite, au niveau de la RGPD, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais rentrer dans un B2B par exemple, mais c'est valable pour B2B, B2C. Hein. Ici, dans les paramètres, vous allez voir qu'il y a une nouvelle case à cocher qui va nous permettre de demander le consentement explicite de l'utilisateur qui se connecte. Je m'explique. Par exemple, ici, d'accord, ce n'est pas habilité. Donc, si je l'habilite, voilà, il va me demander l'URL de la page de la politique de confidentialité. Donc, préalablement, j'ai dû construire une page, d'accord, donc ça, tout le monde sait comment le faire. D'accord, je clique ici sur page, je construis ma page dans laquelle je vais écrire ma politique de confidentialité. Ensuite, l'URL, je vais la mettre ici, d'accord, et par défaut, mets un texte par défaut pour le lien de la politique de confidentialité, ainsi que comme le consentement de contact, d'accord. Je vais vous montrer, par exemple, si je viens là, voilà, je fais me déconnecter. Si je fais créer un compte, pardon, là, il m'oblige. Donc, je vais lui dire de nettoyer. Lorsque je fais ça, en fait, j'élimine toutes les cookies, c'est-à-dire que à tous les utilisateurs qui vont venir se connecter, obligatoirement, je leur redemanderai de accepter la politique de confidentialité, d'accord? C'est ce que je viens de faire, donc je sauvegarde. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, d'accord, si je viens visiter le site, voilà. Si j'ai déjà un compte et que je voudrais me connecter, d'accord, automatiquement, hop, il me demanderait mise à jour de la politique de confidentialité. Il m'oblige à venir automatiquement cliquer ici comme quoi que j'ai lu et accepte la politique de confidentialité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce mot, cette phrase, pardon, en fait, vous pouvez la changer, tout simplement ici, d'accord? Pardon, texte personnalisé pour le lien politique de confidentialité. Si je ne mets rien, automatiquement, il me met cette phrase. Mais je pourrais mettre la phrase que je veux, d'accord? Et ça viendra remplacer cette phrase. Pareil pour cette phrase. Et je peux avoir un résumé, d'accord, de ma politique de confidentialité, et ce résumé, il viendra ici. Je l'écris ici, ce que je marquerai là, viendra ici. D'accord? D'accord? Et là, elle serait obligée de mettre à jour. Mais quelqu'un qui viendrait donc se connecter pour créer un compte, d'accord, il aurait obligatoirement ces deux choses-là, plus le CAPTCHA, d'accord, qui l'oblige à écrire le code qu'il y a là. D'accord? Ça, c'était pour nous, comment dire, nous mettre à niveau par rapport à la nouvelle loi de la RGPD. D'accord? Mais bon, ça, on avait déjà communiqué là-dessus. Mais bon, je voulais quand même faire un petit rappel. Ok. Ah oui, autre chose importante, c'est lorsque je suis lorsque je me connecte. Jusqu'à maintenant, d'accord, lorsque je téléchargeais un fichier, donc là je vais lui demander une quantité exemplaire, nombre de pages, voilà, j'obtiens un prix, et lorsque je télécharge un fichier, pardon, on va prendre n'importe une image, je vais ajouter au panier. Lorsqu'il me télécharge le fichier, lorsque j'arrivais sur le panier, d'accord, voilà, j'ai toujours la possibilité de modifier. D'accord, ça je l'ai toujours eu. Mais jusqu'à maintenant, lorsque je faisais modifier, d'accord, ici, je ne voyais pas que j'avais téléchargé. Donc la personne pouvait retélécharger quelque chose. Ici, automatiquement, j'ai
le nom du fichier que j'ai déjà téléchargé, et si je veux le changer, d'accord, je suis obligé d'abord de supprimer et ensuite de retélécharger le fichier. D'accord. Comme ça évite toute confusion par rapport à ça. C'est vrai que ça pouvait porter à confusion, maintenant c'est plus possible. Je serai obligé de supprimer. Donc ça c'était important aussi de le voir. Alors, ensuite, j'ai l'organisation du catalogue. Ça a complètement changé, ça vous avez dû vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'ici, d'accord, avant je n'avais pas cet onglet catalogue de la même manière que la gestion des utilisateurs. Sinon que j'avais le groupe et les utilisateurs. Maintenant, j'ai un onglet catalogue avec les catégories, les produits, l'organisation du catalogue et les inventaires. Tout est dans un même onglet, d'accord, qu'on appelle catalogue. Pour la gestion des utilisateurs, c'est pareil. J'ai l'utilisateur du site, groupe d'utilisateurs et champ de profil qu'on va voir juste après. Catalogue, donc les catégories et les produits, c'est exactement pareil, sauf que maintenant vous avez dû remarquer que lorsque je construis un produit, en fait, je n'ai plus besoin de lui assigner tout de suite une étiquette. Que lorsque je suis en train d'ajouter un produit ou je duplique un produit, d'accord, je prends celui-ci par exemple, vous allez voir que l'onglet catégorie qui existait avant n'est plus ici. D'accord, on n'aura plus besoin d'assigner une catégorie. Vous voyez, on n'a plus l'onglet ici catégorie. C'est-à-dire que lorsque je crée un produit, je peux très bien le créer et ne pas l'assigner à une catégorie, ce qui veut dire que je ne le verrai pas sur le site. D'accord. Pour pouvoir le voir sur le site, d'ailleurs, on va aller beaucoup plus vite dans la construction de notre catalogue. Parce que je vais construire mes différentes catégories, ensuite je construis mes différents produits, et ensuite j'irai simplement de l'organisation du catalogue. Ce qui va me permettre d'organiser réellement mon catalogue. Vous allez voir comment. J'imagine que beaucoup ont dû déjà le voir. C'est-à-dire que, par exemple ici, commande de produits personnalisés, celui-ci n'est dans aucune catégorie. Vous voyez, celui-ci il est dans une seule catégorie, celui-ci également, celui-ci également. Celui-ci il existe dans 2 catégories, d'accord, celui-ci également. C'est-à-dire que de ce côté-là, j'ai mes catégories. Là, j'ai accès à tous les produits que j'ai dans mon site, d'accord, absolument tous les produits. Et lorsque je clique sur une catégorie, par exemple sur la catégorie racine, la route catégorie, je vois les produits qu'il y a à l'intérieur de cette catégorie. Et je peux décider dans quel ordre je vais les voir. Roll-up, reviré guide, ou bien contraire, etc. Pareil pour les cartes de visite, j'ai 4 produits, la 3, la 7, la 1. D'accord, je peux dire, bah tiens, la carte de visite recto, je veux qu'elle soit en premier, tout simplement. D'accord, nouvelle campagne, etc. Et lorsque je veux ajouter un produit, d'accord, par exemple, je vais mettre les enveloppes sans fenêtre, d'accord, je voudrais les avoir également dans la nouvelle campagne, je clique là, et hop, je le passe là. Organiser mon catalogue de cette manière-là. D'accord. Je n'ai plus besoin de venir, si jamais je veux changer ou je veux mettre un produit dans une autre catégorie, je n'ai plus besoin de éditer le produit, venir dans catégorie, venir choisir telle et telle catégorie, sauvegarder, etc. Non. D'accord. Ou de mettre les positions de mes produits dans une catégorie. Avant, j'étais obligé de lui donner un numéro, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Donc, ça me faisait éditer tous les produits, alors que maintenant, tout simplement, avec un drag and drop, je vais pouvoir positionner mes produits comme il faut. D'accord? Donc ça nous fait gagner énormément de temps à l'heure d'organiser notre catalogue. D'accord? Et si j'en veux pas, tout simplement, je clique là et je l'enlève de cette catégorie. Je sauvegarde et voilà. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, création libre de champs de profil récupérables sur Edoc. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper important et que la plupart ne devaient pas connaître. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que lorsque moi, j'arrive sur un site, d'accord, je vais faire se déconnecter. Lorsque je veux créer un compte, d'accord, sur un B2C ou un B2B, j'ai un nombre de champs fini, prénom, nom, et en plus, ils sont obligatoires ou pas. Comment je peux faire pour que je dise, en fait, moi, il y a des champs là que je n'ai pas besoin, d'accord,
Et il y a d'autres champs que j'aimerais ajouter et rendre obligatoires ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je veux que le titre ou la fonction, d'accord, je veux qu'elle soit obligatoire. Eh bien, en fait, jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas faire tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Deux choses. Premier point, dans les préférences. Je viens ici dans les champs du profil personnalisé. Et je vais pouvoir créer différents champs, d'accord, personnalisés, en ajoutant tout simplement ici, ajouter un nouveau champ de profil. Il suffit que je clique là, j'ajoute un nouveau champ, d'accord, ici il y en a plusieurs. Donc, le tag, d'accord, par exemple, genre, ou autre, hein, ou n'importe, hein, je sais pas, imaginons, je mets n'importe quoi, type de voiture, par exemple. D'accord. Qu'est-ce que je veux que ce soit comme type de champ? Une zone de texte, une liste déroulante, un cadre de texte, une zone de texte multiligne, bouton de choix multiple ou bien un calendrier. Je vais pouvoir choisir le type de champ que ça va être. D'accord? C'est un calendrier, bon là, ça peut être par exemple bouton de choix multiple. Et là, je lui dirais par exemple, c'est une berline sport. D'accord. Je mettrai un attribut, d'accord? Et en fait, l'attribut, c'est ni plus ni moins ce qui va nous permettre d'identifier à nous le champ. Vous allez voir que lorsque je vais venir dans la boutique pour pouvoir lui dire si je veux ce champ dans le formulaire ou pas, d'accord? J'ai un identifiant et ce sera cet identifiant via l'attribut, d'accord? Donc là, je vais pas le faire parce que ce type de voiture, tout ça, c'est un peu ridicule. J'en ai déjà en plus, d'accord? Et en fait, j'ai juste à faire ça, d'accord? Attribut, d'accord? Et je peux décider également que ce soit inclus dans les détails de la commande. Détails que le résumé que je vais avoir de ma commande, je peux avoir également ces champs qui soient inclus dans ces détails, d'accord? Donc là, je vais annuler. En fait, c'est comme ça que je vais créer mes champs personnalisés, tout simplement. D'accord? Là, vous voyez, il y en a déjà plusieurs qui ont été créés. Donc, lorsque je vais maintenant sur le site, sur celui-ci par exemple, je vais venir dans Gestion des utilisateurs et Champ du profil. Dans le champ du profil, je vais retrouver absolument tous les champs disponibles, que ce soit les par défaut comme les nouveaux que j'ai créés, d'accord? Qui sont là, le département, RCS, d'accord? Horaire, machin, etc., etc. Tous ceux qui ont un petit stylo sont éditables. Les autres, non. Les first name, qui seront donc le prénom, le nom de famille et l'email. Ça, ce sont trois champs complètement obligatoires. C'est pour ça qu'on ne les a pas édités au cas où quelqu'un déciderait de ne pas le rendre actif sur le formulaire. Pour créer un compte, je vais toujours avoir besoin du prénom, du nom et de l'email. Ça, c'est le minimum obligatoire. Plus une adresse, une ville, un pays et une région. D'accord? Un département, dans notre cas. Le password et la confirmation du password. Ce sont les minimums requis, d'accord, pour créer un compte. Tout le reste est complètement personnalisable. C'est-à-dire, par exemple, je prends le username. Si je ne veux pas le mettre, je clique là, actif sur le formulaire ou non. Et est-ce que je veux le rendre obligatoire ou pas? D'accord? Donc là, je le laisse actif sur le formulaire, mais non obligatoire. Et pour les personnaliser, ceux que j'ai déjà ceux que j'ai créés de manière personnalisée dans les préférences, je vais les retrouver ici également. Et je peux dire, voilà, sur celui-ci, je veux que tu me mettes, par exemple, le numéro de RCS, que j'avais déjà créé. Je veux que tu me le mettes actif sur le formulaire et obligatoire, ou pas. D'accord? Et là, je clique.
Ce numéro de RCS, d'accord, vous allez voir que maintenant, lorsque je vais créer ici un compte, on va faire une mise à jour, voilà, un format va me le demander. Et ici, tous les champs supplémentaires que j'aurais créés dans les préférences et que j'aurais rendu actifs dans mon formulaire, je vais les retrouver ici. Mais non seulement je vais les retrouver ici, c'est-à-dire que ici, par exemple, si je viens sur un compte, je prends le user one par exemple, il va venir sur son compte, il n'a rien du tout. Numéro de RCS, on va mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je une mise à jour. Voilà. Donc maintenant, si je viens dans mes cartes visites, par exemple, je vais pouvoir également récupérer ce champ à travers eDoc Builder. Et je vais vous montrer ensuite comment on fait. Mais ici, vous allez voir, je viens là, j'ai une carte visite. Préalablement, je vais d'abord vous montrer comment on fait. Ici, dans l'administration, d'accord, donc là maintenant, je suis dans le back-office d'eDoc Builder, d'accord. Et dans le back-office d'eDoc Builder, nous allons venir ici, dans les identifiants de Presero. Donc, on rentre nos identifiants de Presero, d'accord, pour rentrer, ça c'est ce qui vous permet de rentrer ici dans le back-office de Presero, d'accord. Donc, vous rentrez ça ici. Et ensuite, vous verrez que le fait de rentrer ça, ça récupérera tous les champs que vous venez de personnaliser. D'accord? Et tous ces champs que vous avez personnalisés, derrière, quand on viendra là, bon, c'est un des modèles. Si je prends par exemple ici par exemple, et je viens dans la configuration des champs. Imaginons que au lieu du portable, d'accord, ici dans la capture des données, je peux décider profil du type de champ, c'est-à-dire je peux décider de récupérer les données qu'il y a sur le profil de la personne qui vient de se connecter, d'accord, et qui viendrait remplir le champ dans eDoc Builder de manière automatique, d'accord, ce qui évite que la personne qui se connecte, d'accord, elle va faire une carte de visite et automatiquement elle verra tous les champs se remplir avec ses propres données, d'accord. Et ici, pour vous montrer, c'est qu'au lieu du portable, je vais mettre, voilà, les champs personnalisés, le numéro de RCS, d'accord, qu'on va venir récupérer ici. Donc, si vous ne le retrouvez pas, vous faites simplement actualiser la liste et vous devriez le retrouver. D'accord. Et là, si je fais enregistrer, ce qui veut dire que maintenant, je vais faire un petit contrôle F5. Donc, sur Presero, maintenant, voilà, portable, il me récupère mon numéro de RCS automatiquement. Il suffit que je fasse une mise à jour. Et vous voyez qu'en fait, bon là, bien évidemment, ça ne correspond pas à ce que ça devrait être, d'accord, mais il me refait ma mise en page en récupérant donc tous les champs de mon profil que j'ai mappés préalablement, comme vous pouvez le voir, mais également ces champs personnalisables. Donc ça donne énormément de jeu. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer les différentes applications qu'on va pouvoir avoir, mais on peut imaginer même des mailings où on oblige par exemple dans la création du compte à demander le genre, madame ou monsieur, d'accord, et en fonction du genre, par exemple, vous feriez une lettre où vous diriez monsieur ou bien madame. Par exemple, je donne une application un peu, mais ça pourrait être mille choses. Ça peut être, des fois, des clients peuvent vous demander, oui, mais je veux qu'ils mettent leur numéro
d'adhérent, par exemple. Numéro d'adhérent, en aucun cas j'avais ce type de profil qui était prévu dans le formulaire, et comment je fais en plus de ça pour le récupérer sur mes documents personnalisés. Maintenant, c'est possible tout ça. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais que ça a été une belle comment dire application qui a été rajoutée, et c'était important que vous la sachiez. D'accord. Ok. Alors, permettre que les utilisateurs puissent eux-mêmes choisir le groupe utilisateur auquel ils appartiennent également. Donc ça, c'est lorsqu'on est en train de créer un compte. Pareil, si je fais me déconnecter, je fais créer un compte. D'accord. Ici, vous voyez, groupe de sites. C'est-à-dire que je peux donner la possibilité à la personne un compte de pouvoir choisir dans quel groupe il appartient. D'accord. On peut imaginer par exemple que dans un B2B, un B2C, ce serait peut-être un peu plus compliqué parce que la personne, on ne sait pas qui c'est, on ne comprendrait pas trop bien à quel groupe, mais en B2B en tout cas, on peut imaginer différents départements, et lorsqu'il va créer un compte, que automatiquement, il choisit son département, ça pourrait être son département, ça pourrait être sa région, ça pourrait être 1000 choses, d'accord. Donc on crée les groupes en conséquence, et ensuite on les met à disposition dans le formulaire, d'accord, pour que la personne puisse, je vais vous montrer où ça se passe, ça, groupe utilisateur, pour que la personne en fait puisse choisir à quel groupe elle appartient. Et qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Ça voudrait dire que par exemple, si j'ai créé un site dans lequel j'ai différentes régions, et les produits que peuvent voir les différentes régions, parce qu'ils sont personnalisés spécifiquement pour chacune des régions, lorsqu'une personne appartient à un groupe région entre guillemets, hein, à un groupe, automatiquement il ne verrait que les produits correspondant à son groupe. D'accord, et ne pas être pollué avec tout le reste dont il ne va pas avoir besoin. Eh bien, quand il va créer son compte, il puisse directement choisir à quoi il appartient, tout simplement. D'accord. Si je viens prendre par exemple ce groupe-là, vous voyez, là je peux le rendre disponible ou pas, disponible pour l'auto-enregistrement, d'accord, ou pas. C'est-à-dire que ce groupe, en concret, je peux par exemple avoir 10 groupes, mais en fait, je ne veux proposer que 2 groupes dans l'auto-enregistrement. D'accord. Donc, simplement à ces 2 groupes, je le mettrai comme disponible pour l'auto-enregistrement. Et ensuite, pour le retrouver ici, d'accord, tout simplement, ça se passe ici dans le champ du profil. OK. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein. On le met actif sur le formulaire ou pas. D'accord. Site groupe, je le mets actif ou pas. D'accord. Et je peux même le rendre obligatoire. Ok. Bon, il y a eu d'autres actualisations hein, tout au long de l'année. Ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais vous présenter les qui, à mon avis, paraissent les plus importantes, d'accord, et que vous deviez connaître. Et je pense que ça méritait le coup d'être revu, d'accord. Mais comme je vous disais, si quelqu'un d'entre vous vous avez besoin d'approfondir une des caractéristiques que vous venez de voir, vous n'hésitez pas, hein, soit via support ou via moi, vous n'hésitez surtout pas. Ok, je vais vous montrer maintenant les nouveautés d'accord d'E-Doc Builder. Donc pareil, hein, sur Doc Builder, je vais vous montrer simplement les plus relevantes. Ceci là, on pourrait y passer. Ok. Donc sur Doc Builder, il y a une chose hyper importante qu'on a ajoutée, d'accord, qui est le concepteur. Vous avez dû le voir depuis maintenant quelques temps qu'il y avait ce nouvel onglet concepteur, Tech Preview, et qu'on fait évoluer au fur et à mesure, d'accord. Donc maintenant, il commence vraiment à être
à être opératif, d'accord. Et l'objectif du concepteur, c'est de venir remplacer InDesign. Vous savez que jusqu'à maintenant, d'accord, nous, on a un plugin pour InDesign qui vous permet de télécharger les templates directement depuis InDesign. Vous créez vos templates sur InDesign et vous les téléchargez automatiquement, d'accord. Bon, c'est parfait, vous pourrez continuer à l'utiliser sans aucun problème, d'accord. D'ailleurs, nous avons fait une actualisation avec le CC 2019 que vous pouvez télécharger, hein, ça se trouve ici dans l'aide. Vous venez là, Hidden Builder, et là, vous mettez plugin. D'accord, InDesign plugin pour Hidden Builder. Ok, vous allez retrouver le CC 2019 pour Windows et pour Mac. D'accord. Donc en fonction CC 1.64, 1.32, etc., vous allez pouvoir vous télécharger ici. D'accord. Pour l'installation, vous allez retrouver tout ce qu'il faut ici. D'accord. C'est tout simple. Hein. Et si vous ne vous souvenez plus comment on fait l'installation, vous pouvez vous référer à ça. Ou pareil, ou faire appel à nous. Hein. D'accord, à support sans aucun problème pour qu'il vous explique comment on fait pour installer ça si vous ne vous souvenez plus. Ok. Alors, le concepteur, c'est ni plus ni moins qu'un système qui va me permettre de créer, d'accord, un modèle depuis zéro. Ok. Je veux créer une template. D'accord, j'ai rien du tout. J'ai pas de PDF. Je n'ai pas de... Bon, ou même si j'ai un PDF, d'accord, que je voudrais télécharger, ensuite mettre des champs variables, d'accord, mais je peux partir complètement. Ici, on imagine. Donc, créer un nouveau modèle. Est-ce que je le veux sous forme de formulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien avec l'interactif. D'accord, vous savez que Hidden Builder existe avec le système HTML basé sur formulaire qu'on remplit et ça nous fait une mise en page automatique, ou bien avec le système interactif. D'accord, on va pouvoir interactuer directement sur la template en bougeant les champs, etc., etc. D'accord, bon, ça, j'imagine que vous connaissez. Là, par contre, on va mettre par exemple le test 4. Allez, on va l'appeler. Ok, je lui dis c'est interactif. Créer. Donc là, je suis en train de créer, d'accord, une template. Soit je télécharge un PDF, donc je sélectionnerai, d'accord, parce que j'ai déjà un PDF avec un fond, etc., donc je le télécharge, ou bien à partir de zéro. Si je suis à partir de zéro, je lui dis, il y a combien de pages? On va faire une page, hein, on s'en moque. Largeur de la page, je veux dire, ben, c'est 21 cm, par exemple, par 29,7. Allez, 24. Je vais enregistrer et valider. Voilà, il m'enregistre, donc une page peut toujours changer là. À ce niveau-là, je peux encore changer. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, maintenant je veux créer ma template. Donc pour ça, je vais dans le concepteur, continuer, et j'atterris donc sur le concepteur, qui est en blanc bien sûr, puisque j'ai ni fond, ni de champ, j'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux insérer un champ d'image, un champ de texte, un champ non imprimable, ou bien une forme. C'est un champ qui va me servir de référence pour quelque chose, mais qui ne pourra jamais être imprimé, qui ne sera jamais imprimé. D'accord? À ne pas confondre avec les champs occultes. D'accord? Parce qu'un champ occulte, c'est un champ qui va être présenté à l'utilisateur, d'accord, mais qui sera complètement occulte. Ni à la prévisualisation, ni à l'impression, il se verra. Mais il est quand même présenté au client, en tant que sous forme de question ou autre. D'accord? Le champ d'image, d'accord, on va le faire, par exemple, je crée un champ d'image, il me demande ici, entrer le nom du champ. Donc ici, toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un champ que je vais appeler image. Si j'essaye de mettre
un espace, il me dit que j'ai pas le droit. D'accord? Ça, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je ne peux mettre ni d'espace, ni d'accent, ni de symbole, ni des choses comme ça. D'accord? Par contre, dans le texte d'invité, c'est-à-dire que dans le prompt, le message que je demande, la question que je pose au client, d'accord, ce que verra le client, là oui, je peux mettre ce que je veux. En fait, c'est exactement pareil. Donc, si je vais faire télécharger votre image, voilà, et je pourrais mettre un infobulle également. D'accord? Sinon, je fais créer, il me le crée, je le fais de la dimension que je veux, je le positionne là où je veux. Donc c'est pareil. Là, je peux travailler, bon là je l'ai pas, mais je pourrais travailler en plein écran, d'accord? Je peux travailler avec les règles, d'accord? Ok. L'aperçu, je peux ajuster les champs, aligner sur les repères, aligner sur la grille, afficher les règles, la grille, afficher le fond perdu, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça va me permettre de créer ici, d'accord? Je peux insérer tous les champs que je veux, champ de test, etc. Comme vous voyez, là j'ai une image, mais imaginez que je veuille faire par exemple une forme, d'accord? Type, qu'est-ce qu'on va prendre comme forme? Allez hop, on ceci, on va l'appeler forme. On va la créer, voilà. Donc je crée ma forme. Et qu'est-ce que ça me permet ça? Ça me permet en fait d'avoir une forme dans laquelle moi derrière je vais pouvoir demander au client de télécharger une image et c'est pas qu'elle prendra la forme. En réalité, l'image, ce sera comme si c'était ce carré-là, le carré là que vous voyez en jaune, mais comme si j'avais un masque, d'accord, avec cette forme-là. Aussi simple que ça, d'accord. On va faire le test, je fais sauvegarder, modification sauvegardée, voilà, ok. Et là, si je viens tester, d'accord, vous voyez, j'ai mon image et j'ai ici mon... j'ai rien du tout, parce que je ne l'ai pas encore demandé. D'accord, style, et je vais lui dire que c'est entrée de l'utilisateur. Si je ne dis pas ça, il risque pas de... Voilà. Entrée par l'utilisateur, ça veut dire que c'est moi qui vais pouvoir, l'utilisateur va pouvoir télécharger ici, d'accord. Je vais remplacer l'image. Je vais télécharger, je prends cette image. Bon, bien évidemment, je peux découper, faire ce que je veux, etc. Télécharger. Et vous voyez, hop, il me met l'image à l'intérieur de la forme. Jusqu'à maintenant, on était obligé de faire ça. On pouvait le faire, hein, jusqu'à maintenant, mais on devait faire ça sur InDesign automatiquement. D'accord. Donc voilà, pour le concepteur, les formes de découpe, d'accord. Nous avons également fait pour chacun des modèles, d'accord, si je viens là par exemple, c'était la croix, non. Voilà, celle-ci par exemple. Celle-ci, vous savez que, on va la tester comme ça vous allez comprendre. Vous savez qu'en fait, on peut venir choisir, créer ici des sets de réponses, d'accord, avoir une liste de tous les utilisateurs, et à ce moment-là, automatiquement, ça vient remplir tous les champs en fonction de l'utilisateur que je vais venir choisir ici. Ça convient très bien, par exemple,
lorsque les commandes d'une entreprise sont centralisées à une personne et cette personne doit commander pour plusieurs personnes. Donc au lieu de rentrer et de re-rentrer à chaque fois son nom, son prénom, etc., elle a une liste. Elle vient chercher la liste. Il y a un chercheur d'ailleurs ici. D'accord. Si je fais là j'ai un chercheur ici. Si jamais je fais hop, il me retrouve et voilà. Donc ça vient très bien pour ça. Mais bien sûr, on peut s'imaginer qu'on se retrouve avec, je sais pas, 200, 500, 1000 utilisateurs. D'accord. Et dans quel cas, comment je vais rentrer ça? Jusqu'à maintenant, on était là, groupe de réponse, il fallait les entrer un par un. D'accord. Donc en fait, il fallait que je rentre ça, créer un nouveau bloc, blablabla. Ok, hop, il se mettait là et je remplissais chacune des valeurs et je sauvegardais. D'accord. Maintenant, d'accord, vous voyez qu'ici, import du fichier Excel. D'accord. Donc je fais un export, premier point. D'accord. J'en crée toujours un, comme ça je saurai où sont les champs. Ensuite, je fais un export vers Excel. Donc il me fait l'export de tout ce que j'ai. Et je vais pouvoir rentrer cet Excel, en faisant un copier-coller d'un autre Excel par exemple, et ensuite retélécharger l'Excel et il me générera tous mes responsables, tous mes utilisateurs avec toutes leurs données qui auront été qui seront dans l'Excel. D'accord. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a ajouté. Et on a fait également une intégration avec Pixabay. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une intégration avec un autre système, et là j'ai un trou de mémoire, mais qui devenait très très cher et très compliqué à gérer. Donc on l'a fait avec Pixabay puisque c'est gratuit, d'accord. Donc pour ça, il suffit tout simplement de la configuration du modèle, d'accord. Bien sûr, il faut que ce soit un modèle avec dessinateur interactif, d'accord. Je vais aller en chercher un. On apporte celui-ci par exemple. Et là, dans la configuration, d'accord. Et ici, en fait, plugin image, je peux faire soit une connexion via Facebook, d'accord, soit une connexion avec Pixabay ou bien les deux, d'accord. Et si je ne mets rien ici, ça s'appellera Pixabay et la Facebook. Et sinon, je peux changer également le titre, d'accord, de l'onglet. Ok. Bon, pour ça, bien évidemment, il faut avoir créé un, comment ça s'appelle, un compte sur Pixabay, d'accord. Et ensuite, dans l'administration, c'est là où on va venir rentrer tout ça, d'accord. Ok, c'est là où on rentre la clé API, etc., etc. Ok, c'est gratuit, donc bon, vous pouvez le faire et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Ok. Bon, sur eDoc, comme je vous ai dit, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites, mais bon, ça, ce sont à mon avis, les plus relevantes. Mais encore une fois, hein, si vous voulez approfondir sur une ou plusieurs des options que vous avez vues, vous n'hésitez surtout pas. Ok. Autre chose importante, donc comme je vous commentais, nous avons ici, d'accord, les services experts que nous mettons à votre disposition. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons parfaitement que de plus en plus de sites marchands sont disponibles sur le web. Les clients sont de plus en plus demandeurs de boutiques en B2B. Mais en même temps, les clients deviennent de plus en plus exigeants. D'accord. Ça veut dire que le fait d'avoir un système web to print, une plateforme à proposer à nos clients,
ce n'est plus suffisant puisque nos clients maintenant veulent réellement avoir un système qui soit non seulement efficace, mais également très user-friendly, qui réponde réellement à leurs besoins. Et bien souvent, veulent utiliser la plateforme non pas seulement pour acheter, non pour d'autres objets, connectés avec d'autres fournisseurs, etc., etc. Donc, nous savons que c'est pas toujours évident d'avoir une équipe de développeurs à disposition ou d'aller trouver des développeurs qui soient capables de vous faire les développements. Parce que vous savez que Presero et DocBuilder ont leurs propres API, donc vous pouvez parfaitement faire les développements vous-même. Mais c'est pas toujours évident de trouver l'équipe qui va bien, avec les bonnes connaissances métiers dans les arts graphiques, etc., etc. Donc pour ça, nous avons décidé de mettre à disposition nos équipes d'experts qui vont permettre de vous offrir tout ce type de service. Donc bien sûr, formation sur les outils. Donc quand je parle de formation sur les outils, c'est quoi? C'est des formations beaucoup plus poussées ou plus approfondies ou tout simplement des formations parce que la personne qui était formée sur l'outil est partie pour X raisons, d'accord, et vous avez besoin de former de nouvelles personnes, donc on va pouvoir donner ce service, d'accord. Les développements sur mesure, donc ça c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un client vous demande une caractéristique ou quelque chose de très particulier. Je vous donne un cas d'exemple, un cas d'école, où une énorme agence immobilière, d'accord, un réseau, avait besoin de créer un système. En fait, ils ont une plateforme dans laquelle ils proposent différents produits, mais non seulement du print, mais également d'autres produits, d'accord. Et c'est un espèce de marketplace qu'ils voulaient. Et chaque utilisateur, qui sont en fait donc soit des agences franchises, soit des agences associées, qui obtiennent des points qu'ils vont pouvoir utiliser sur ce marketplace. Et ces points sont otorgués par la centrale en fonction du... bon, je ne vais pas bien vous dire les règles qu'ils ont pour ça, mais en fait, ils otorguent un certain nombre de points. D'accord, je crois que c'était par rapport au nombre de biens entrés, ensuite par rapport au nombre de biens vendus, etc. Et ça a otorgué un certain nombre de points à chacun des utilisateurs ou des négociateurs, comme ils s'appelaient. Et derrière, ça veut dire qu'ils, lorsqu'ils entraient sur le marketplace, puisque c'est l'actualité, ils vont avoir besoin effectivement de pouvoir décider le nombre de points qu'ils veulent utiliser, d'accord, de savoir combien de points ils ont. Donc ça voulait dire connecter avec une base de données, mettre un système de restriction de points en fonction du type de produit, etc., etc. Et tout ça, tout ce développement, d'accord, ça pourrait être fait par n'importe qui avec l'API et qui maîtrise le développement, ou bien là ils ont tiré de nos équipes pour faire ce développement, d'accord. Mais ça peut être aussi de la création de templates sur les DocBuilder, qui peuvent être des templates très complexes, d'accord. Création de web directement, créer une web. Clients qui nous ont commandé des webs avec, ils sont arrivés avec un design. Et voilà, moi j'aimerais une web qui fasse ça, qui soit comme ça, donc avec le design. Donc on leur a créé la web complètement, que ce soit du B2B ou B2C. Des créations de moteurs de prix, d'accord. Ça peut être des tarifs très complexes à mettre en place, donc ça c'est pareil, on va pouvoir vous les créer. Les intégrations avec des systèmes tiers. J'ai un système un ERP, et je veux intégrer Presero avec, par exemple. De l'aide pour vos campagnes marketing, d'accord. C'est-à-dire que si vous avez besoin de mettre en place une campagne marketing, c'est pareil, nous avons des gens expérimentés à ce niveau-là et qui peuvent vous prêter leurs services, d'accord. Ainsi que le consulting chez vos clients et la formation de vos commerciaux. D'accord. Ça, c'est également un service
qu'on met à votre disposition. Bien évidemment, tous ces services-là sont des services payants, hein. Ce ne sont pas des services inclus dans le support, ce sont des services à part, mais qu'on met à votre disposition pour si effectivement vous avez besoin d'eux, sachez que on peut vous donner ce type de service. D'accord ? Eh bien voilà, c'est tout. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. Merci en tout cas pour d'avoir assisté à ce webinaire. Et encore une fois, merci. Je vous ferai parvenir l'enregistrement de ce webinaire de toute façon. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir.